De retour dans l'Africa Newsroom, nos invités, l'économiste Hamidine Kane et le consultant en développement local Daouda Tall sont toujours avec nous et notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo nous a rejoint. Jean-Marie, bienvenue. Bonsoir Amira. Et donc on va passer à l'actualité économique sur le continent africain. Tout faire pour que la qualité du coton ne s'effiloche pas, c'est le combat de certains producteurs de coton en Côte d'Ivoire. Certes, avec plus de 405 000 tonnes de coton-graines vendues la saison 2013-2014, le pays affiche là une performance jamais enregistrée. Mais la matière brute perdrait en qualité. C'est ce que nous expliquent Kessie Webi Martel et Aminata Diak. Les producteurs de coton de Côte d'Ivoire sont unanimes. La récolte 2013-2014 est sans précédent. 405 227 tonnes de coton-graines au niveau national et une production de 151 142 tonnes pour la société Ivoire Coton. Le tout pour un revenu global distribué de 19,727 milliards de francs CFA, entièrement payé aux producteurs. Seule ombre au tableau, la qualité du produit, une valeur martelée lors du dernier rassemblement des représentants du Conseil et de l'ANARCAD et de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Le coton de la Côte d'Ivoire connaît une décote sur le marché international et est moins bon que celui du Burkina Faso et du Mali, alors que c'était la situation inverse par le passé. D'après Vamissa Diomandé, certains producteurs n'hésitent pas à fausser le poids du coton en mouillant le produit ou en y ajoutant des cailloux. Face à ces accusations, plusieurs producteurs se sont engagés à introduire plus de contrôle dans la pesée. C'est l'avenir de la filière coton qui est en jeu. Nous pensons qu'en transformant, nous allons créer beaucoup d'emplois et nous allons créer beaucoup de valeur ajoutée pour le pays. C'est pour ça que l'accent est mis, à côté de tout ce que je vous ai cité comme axe stratégique de la réforme, l'accent est mis sur la transformation. Autre problème constaté pour les acteurs du secteur, le manque de soutien financier. Mais les producteurs ne perdent pas espoir et s'attendent à une production de 175 000 à 180 000 tonnes pour la saison en cours. Jean-Marie, on va commencer par une bonne nouvelle. Plus de 400 000 tonnes de coton-graines vendues, c'est là une belle performance. C'est une belle performance au niveau de la productivité, Amira, je suis d'accord avec vous. Mais par contre, si vous voulez, si on regarde globalement, si vous voulez, la situation, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que produire un coton de moins bonne qualité, ça a conduit à une décote sur le marché international. Cette décote sur le marché international a automatiquement des répercussions sur les recettes d'exportation liées à la production du coton. Donc, il faudrait, comme le Cameroun l'a fait, on en a parlé ici là sur le plateau concernant la filière cacaoyère, que la Côte d'Ivoire à ce niveau-là puisse mettre en place des normes, si vous voulez, qui lui permettent d'améliorer la qualité de son coton de manière en sorte que l'économie puisse retirer le maximum de recettes au niveau de l'exportation. On voit très bien ici là sur le reportage que bon, la situation était inverse aujourd'hui. Le coton du Burkina, comparé à celui de la Côte d'Ivoire, a subi une décote sur le marché, chose qui est tout à fait logique. C'est maintenant aux autorités ivoiriennes de pouvoir mettre en place les dispositions nécessaires et surtout prendre en main cette filière-là et éduquer, comment dirais-je, les agriculteurs qui sont dans la filière, parce que j'ai entendu parler là que bon, vous avez des tricheries, vous avez des gens qui vont mouiller le coton, d'autres qui en mettent, comment dirais-je, des cailloux, ainsi de suite. Bon, tout ça, si vous voulez, c'est l'image du pays aussi à l'extérieur, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, parce que globalement, ça pourrait avoir des répercussions sur le reste des productions ivoiriennes qui ne sont pas touchées au même niveau que la qualité du coton qui a baissé. Monsieur Kane, cette décote sur le marché international, la faute à qui ? La faute aux producteurs, parce que, bon, comme ils l'ont dit, il y a tricherie sur la marchandise. Donc il faudra un contrôle beaucoup plus strict de la part du gouvernement pour que cette filière puisse prospérer et que les agriculteurs en profitent. Il n'y a pas de raison que le coton au Mali et au Burkina soit de bonne qualité, alors qu'en Côte d'Ivoire, que ce soit de moins bonne qualité, alors que c'est la même région géographique. C'est le Sahel, presque c'est le Sahel, hein. Le nord de la Côte d'Ivoire, c'est le Sahel, quoi. C'est à l'orée du Sahel, quoi. Donc la température, la climatologie est la même. Donc véritablement, le coton doit être de la même qualité qu'au Mali et au Burkina Faso. Donc il faudra qu'il y ait un contrôle beaucoup plus strict de la part du gouvernement, et puis qu'il y ait des inspections régulières, et puis qu'on éduque, qu'on sensibilise, qu'on vulgarise aussi pour dire aux petits agriculteurs que c'est dans votre intérêt, parce que sinon, sur le marché mondial, vous n'avez qu'à perdre. Ça veut dire que la production, par exemple, au niveau mondial, la cotation, que ce soit par exemple à Londres, pourra dégringoler, et là,
la production va baisser dans les années à venir. Donc c'est ce qu'il faudra leur expliquer, c'est dans leur intérêt à ce que la production soit de très bonne qualité. Alors Monsieur Tal, on tire la sonnette d'alarme, c'est aujourd'hui qu'il faut réagir. Ah oui, clairement, c'est aujourd'hui qu'il faut réagir parce que c'est des pertes de recettes finalement, puisque l'acheteur ne va pas acheter ce qui ne correspond pas à la marchandise qu'il cherche. Donc, surtout si à côté elle est meilleure. Bah, en plus, ouais, voilà. Et ce qui est dommage, surtout dans ce cas-là, c'est qu'on produit plus que les autres, mais on arrive à vendre moins que ce qu'on produit parce que voilà, parce qu'il y a des choses comme ça. Et je pense que ce qu'il faudrait faire, c'est sensibiliser surtout ce mot-là. C'est important de sensibiliser les producteurs en leur disant voilà, si le coton ivoirien, pardon, oui. Si le coton ivoirien a une mauvaise image à l'international, bon, c'est tout le monde qui va en subir les conséquences. Et je pense que ça, c'est important qu'ils le comprennent. Mais quitte à ce que le gouvernement ivoirien mette en place une sorte de certification, un label. Bon, moi, je suis acheteur européen, je vois si c'est estampillé, un label. Oui. Voilà, je pense que ce genre de choses, c'est des solutions concrètes qu'il est possible de mettre en place. Merci Monsieur Tal. On va passer à la suite avec le riz. On parlait de coton, on va parler de riz. Mais au Sénégal, le prix aux producteurs du riz paddy de l'hivernage a été fixé à 120 francs CFA le kilo. Après de longues négociations, les autorités et les producteurs de riz sont arrivés à un consensus. Des propositions pour la bonne marche du secteur ont également été posées autour de la table. Un sujet d'Idlet Mirabel Bissouf. Au Sénégal, le prix aux producteurs du riz paddy de l'hivernage est fixé. Le ministère du Commerce et les agriculteurs ont trouvé un accord sur le prix du riz produit dans la vallée. Le comité interprofessionnel du riz a saisi cette occasion pour demander au gouvernement de trouver des solutions par rapport à la mévente du riz. La filière subit la concurrence déloyale du riz indien sur le marché. Après de longues heures de discussion entre les producteurs, les représentants des producteurs et les industriels, le prix a été fixé à 120 francs. Les acteurs sont décidés. Si on ne prend pas de mesures par rapport à la concurrence déloyale du riz importé, les paysans et les industriels allaient revoir leurs objectifs en baisse et ça pouvait impacter négativement les objectifs d'autosuffisance en riz. Les producteurs espèrent que les mesures prises pendant les discussions seront respectées. La commercialisation du riz paddy, le financement des investisseurs et la concurrence déloyale sont entre autres les problèmes soulevés par les agriculteurs. Ils attendent des réponses à ces préoccupations lors du Conseil présidentiel sur le riz qui se tiendra d'ici la fin janvier 2015. Dans les objectifs, c'est la double culture qui est donc la stratégie principale. 60 000 hectares de contre-saison en 2015, 60 000 hectares d'hivernage en 2015, 65 000 en 2016, donc pour chaque culture, et 70 000 en 2017. Le président de la Fédération nationale des producteurs de riz estime que l'État devrait acheter le stock de riz des producteurs à 240 francs CFA le kilogramme pour encourager les agriculteurs et contribuer à atteindre l'autosuffisance en riz. Par ailleurs, les producteurs attendent aussi des autorités la création du fonds de commercialisation et de mécanismes appropriés de financement des cultures de contre-saison. Monsieur Tal, 120 francs CFA le kilo pour le riz paddy. Qu'est-ce que vous inspire cette somme? Est-ce que ça va aider la filière du riz à s'en sortir au Sénégal? Moi, je pense que ce qui est important, c'est pas forcément le prix, parce que j'ai du mal à donner une appréciation. Après, on verra une fois que la campagne elle est lancée. Parce que le président de la Fédération nationale avait opté pour le double, 240 francs CFA. Donc ils ont affiché ils ont parlé de 240 à un moment donné. Bon, maintenant, ce que je pense surtout moi qui est important, c'est ici de comprendre que le gouvernement sénégalais a opté pour une autosuffisance alimentaire en riz. Bon, les Sénégalais mangent du riz au quotidien, donc le Sénégal en produit dans la vallée du Nord. Par contre, le riz sénégalais n'est pas acheté par les Sénégalais. Et là encore, on est dans un cas de figure en Afrique où on préfère aller importer ce que l'on mange alors que c'est produit à l'intérieur même du pays. C'est un problème africain, ça. Exactement.
Maintenant, là où on peut comprendre aussi que la production n'est pas assez suffisante pour tout le monde. Bon, déjà, les Sénégalais n'achètent pas forcément le riz sénégalais, ça c'est... Voilà. Et le président Macky Sall veut faire face à ça, et il me semble qu'il a fait une tournée dans la région qui cultive le riz, en disant qu'il faudrait que d'ici 2017, que le Sénégal puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire, en riz en tout cas. Mais à ce niveau-là, il faudrait voir ce qui va être fait, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire tripler la production quand même, la production moyenne de ces dernières années. Il faut des terres, il faut aménager les terres, il faut des semences, il faut former, il faut du matériel et tout ça. Et pourquoi je précise ça? C'est important parce que ça aura une répercussion sur le prix. Là, on parle de 120, certains disaient avant 240. En fonction, les économies d'échelle, c'est connu en économie, plus on produit, mieux on peut baisser les coûts. Donc je pense que ça va se jouer dans les prochaines années, au-delà de ce chiffre, sur cet élément-là. Merci. Monsieur Kane, l'autosuffisance alimentaire en riz, c'est possible? L'autosuffisance alimentaire, je crois qu'ils l'ont décrété, comme l'a dit M. Tal, pour 2017. C'est vrai que les Sénégalais sont de très gros consommateurs de riz. Et le riz produit au Sénégal, dans la vallée du fleuve Sénégal, justement, dans le nord du Sénégal, est d'excellente qualité. Mais les Sénégalais, la majeure partie du temps, préfèrent acheter du riz venant, par exemple, du Vietnam, de l'Inde, ou bien, par exemple, de Thaïlande, ou bien des Philippines, au détriment du riz sénégalais. Ceux qui importent plus le riz sénégalais sont les Mauritaniens, ou bien les pays environnants. Alors que le riz est d'excellente qualité. Moi, je crois qu'il faudra aussi qu'il y ait des barrières de protection que le Sénégal doit fixer pour la survie de son agriculture, pour dire que maintenant, il y a une limite à ne pas dépasser. Ça veut dire, on peut dire, si les Sénégalais consomment 500 000 tonnes de riz, il faudra dire qu'on peut importer 100 000 tonnes. Le reste, ce sera la production locale. Et puis, il faudra qu'il y ait des instruments juridiques pour justement contrer cette corruption qui veut qu'on importe du riz au détriment du riz produit à l'intérieur du pays. Merci Monsieur Kane. On va passer très rapidement aux chiffres du jour avec vous, Jean-Marie. 1% le taux d'inflation en République démocratique du Congo, 9% de croissance, de très belles performances économiques selon le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il s'est félicité donc de ces performances puisque, rappelons-le, la République démocratique du Congo ne bénéficie plus de l'assistance financière du Fonds monétaire international depuis 2012. Jean-Marie, je me tourne vers vous. Je pense que c'est une bonne performance dans la mesure... Si on regarde là où sort l'économie de la RDC, c'est une bonne performance. 1%, comment dirais-je, d'inflation. Ça se rencontre pas régulièrement dans nos économies africaines. Et de l'autre côté, vous avez une croissance qui caracole avec les deux chiffres. Donc je pense bien que le président congolais a bien pensé, si vous voulez, le redémarrage de l'économie congolaise. Mais maintenant, il y a une problématique qu'il faudrait résoudre, c'est essayer de tout stabiliser. Nous en avions parlé sur ce plateau concernant les groupes rebelles que vous avez de l'autre côté. C'est-à-dire, si le gouvernement congolais arrive à avoir la même mise sur l'ensemble de l'économie, cette croissance-là pourrait largement aller au-dessus des deux chiffres, quoi. Merci Jean-Marie, merci d'avoir été avec nous. Merci Amira et bonne soirée à Monsieur... nos téléspectateurs. Bien sûr. Monsieur Kane, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup Amira. Et Monsieur Tal, merci de nous avoir accompagnés également. Merci Amira et bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est donc la fin de cette émission, mais l'Africa Newsroom, c'est pas fini. On se retrouve demain, bien évidemment, pour un dossier consacré au tontine, un système d'épargne très utilisé en Afrique. À très vite.